Isabelle Wallberg est une femme sculpteur suisse, née en 1911 et également tout à fait autodidacte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu la possibilité d'aller dans des écoles de beaux-arts. Simplement, elle a eu l'intuition à chaque fois de trouver des sculpteurs qui lui ont appris à travailler, qui lui ont ouvert un certain nombre de voies et qui l'ont formée. Et à une trentaine d'années, elle a eu quand même le premier prix de sculpture de Zurich, ce qui était tout à fait surprenant pour quelqu'un qui n'avait pas une formation académique, disons. Qui venait pas du sérail. Qui venait pas du sérail. Là, sur ce livre que je montrais tout à l'heure, que vous m'avez gentiment proposé, on voit Marcel Duchamp, Robert Lebel, Patrick Wallberg, donc son mari. Alors Marcel Duchamp, Isabelle Wallberg, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pour quelles raisons? Alors, Isabelle Wallberg a quitté la Suisse, elle s'est installée à Paris. Elle a rencontré son compatriote Giacometti, qui lui a fait rencontrer tout le cercle des artistes qui vivaient à Paris. Elle a été très proche de Georges Bataille et elle a été membre de la société secrète Acéphale, une société extrêmement mystérieuse dont personne ne sait exactement ce qui s'y passait, puisque aucun des membres n'a vraiment parlé sur cette société. En tous les cas, pendant la guerre, elle était mariée avec Patrick Wallberg et Patrick est tout de suite parti aux États-Unis. Alors Patrick Wallberg était un écrivain, journaliste proche des surréalistes et il est parti aux États-Unis, à New York, où il a retrouvé toute la bande des surréalistes, Breton, Duchamp, etc. Et Isabelle est venue le retrouver et elle a évidemment fréquenté toute cette petite diaspora française. Il y avait également Robert Lebel, et puis elle a travaillé à New York, et Isabelle s'intéressait à un tas de choses, en particulier à l'ethnologie, et au cours de ses visites dans un musée d'ethnologie, elle a vu des objets qui étaient en réalité des cartes marines qui étaient fabriquées par des tribus polynésiennes et qui marquaient l'emplacement des îles et des courants. Et c'est à la suite qui était construite dans des petits morceaux de bois avec des assemblages, des cailloux, etc. Vous avez une carte. C'est-à-dire que c'était, il faudrait des photos de ça si vous voulez, c'est un objet qui est plutôt en deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y avait des morceaux de bois qui étaient assemblés, qui étaient noués, et où on voyait l'emplacement des îles et l'emplacement des courants principaux. D'accord. Bon, mais c'était pas d'un rectangle parfait, ça pouvait avoir un peu une forme d'étoile quand il y avait une île qui était un petit peu excentrée, etc. etc. Et en voyant ces sculptures, et puis également inspirée par l'architecture de New York, qui est une architecture de verre, elle a pensé qu'on devait pouvoir faire des sculptures sans matière. C'est-à-dire qu'elle a voulu définir des formes, définir des volumes avec le minimum de matière, et elle a fait toute une période de sculpture qu'elle a appelée des constructions, qu'elle a fait à New York entre 1942 et 1946, et dont quelques-unes ont pu rescaper. Ce sont des sculptures extrêmement fragiles, Est-ce qu'on peut montrer celle-là ? Tout à fait, qui sont toutes en délicatesse. Vous passer celle-là, là, de sculpture. À la main ? Oui, qui est juste là, on va la montrer là. Voilà, absolument. Délicatement. Voilà. Que Daniel vient de préciser qu'elle était fragile. Donc là, on comprend d'ailleurs un petit peu mieux le côté carte. Voilà. C'est ça en fait, voilà. L'idée, avec les nœuds qui rejoignent les pièces de bois, de bambou, je suppose, ou en tout cas de roseau. Donc elle a voulu faire elle a inventé, je pense c'est-à-dire, en réalité c'est difficile de dire qu'elle a inventé des sculptures de ce type, puisque Calder à la même époque faisait des sculptures avec des fils de fer. Donc on peut dire
que c'est à peu près la même époque que Calder. Attendez, je vais terminer quelque chose. Et ce qui est intéressant dans ces sculptures, c'est quand on les éclaire, on projette une lumière, elles font une ombre qui est assez onirique et assez intéressante sur les murs. Et d'ailleurs, dans les années où elle était à New York, il y a un livre qui est sorti avec des poèmes de Robert Lebel, et qui sont des poèmes qu'il a écrits en fonction des ombres de ses sculptures. D'accord. Alors, comment dirais-je, Isabelle Valberg, Robert Lebel, Duchamp, ça a été de grandes histoires qui ont duré jusqu'à la fin de sa vie, ou la fin de leur vie, puisque Isabelle occupait à Paris le studio qu'avait occupé Duchamp, elle occupait son atelier, et ce sont des gens qui ont traversé leur vie ensemble et qui se sont constamment parlé. Robert Lebel, lui, était également écrivain, poète, un personnage assez curieux et intéressant, qui faisait le lien entre Marcel Duchamp et André Breton, puisqu'il y avait parfois des tensions entre ces personnages, et c'est Robert Lebel qui mettait de l'huile dans les rouages. D'accord. Ok. Super, merci. Et alors, parlons maintenant du livre d'Isabelle. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Vous êtes quand même là pour nous parler d'un livre, je vais l'ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Absolument, tout à fait. Alors, tac, et là je vais libérer... Alors, je ne sais pas si les gens qui nous regardent reconnaissent un petit peu, de manière un peu, on va dire presque symbolique, de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les mains et de quoi Alors, il s'agit d'un livre dont le titre est Le radeau de la Méduse, parce que Isabelle avait une extrêmement grande admiration pour Géricault, et elle a fait une sculpture que j'avais trouvée tout à fait magnifique et qu'elle avait appelée Le radeau de la Méduse. Donc on a décidé ensemble de faire cet ouvrage. Et alors cet ouvrage comporte d'une part une reproduction du tableau. Il comporte également des dessins préparatoires de Géricault au tableau. Donc là, ce sont les dessins que Géricault a fait lui-même. La première partie du livre, c'est Géricault. D'accord. Le centre du livre, c'est... tiens, je vais montrer ce dessin que je trouve particulièrement extraordinaire. C'est là où on comprend que Géricault était un peintre-sculpteur. Ouais, c'est clair. On a le mouvement dans le... Alors, à l'intérieur du livre, il y a une espèce de petit mystère qui est un relief qu'Isabelle Valberg avait fait en plâtre, qui a été moulé et qui est un relief en papier qui restitue tout à fait la matière du plâtre et dont on voit absolument tous les détails. Et face à ce petit relief, Isabelle Valberg a écrit un court texte qui explique la vision d'Isabelle, sculpteur du XXe siècle, sur cette œuvre du XIXe. Alors je ne le lis pas cette fois-ci, pour vous laisser l'occasion de le découvrir, enfin à celle ou à celui qui aura la chance d'obtenir cet ouvrage. Et elle a également fait des gouaches qui sont inspirées par le mouvement du tableau. Et on a plusieurs gouaches, on en a 3. 1, 2, ici, et la 3e qui est là. Donc là, Isabelle est la seule à avoir participé à cet ouvrage. Absolument. Alors comment s'est passé un petit peu le contact avec elle? Comment avez-vous travaillé avec elle? Quelqu'un qui a quand même fréquenté les plus grands de la planète artistique parisienne. Racontez-nous un petit peu. C'est toujours un petit peu intimidant, mais Isabelle était quelqu'un de très simple. Je la rencontrais assez souvent. J'allais à son atelier, elle me montrait les œuvres qu'elle était en train d'élaborer. Il nous arrivait d'aller voir des expositions ensemble. Je me souviens d'une exposition sur la peinture espagnole où elle s'est arrêtée devant une nature morte de Zurbarán, qui était une merveille absolue, qui était des citrons sur une table
dans des volumes absolument extraordinaires, et dans cette peinture, on pouvait faire un parallèle avec ce tableau, avec la peinture de Géricault dans certaines œuvres. Et puis avec Isabelle, elle habitait dans le 5e arrondissement, et on avait l'habitude de dîner avec Dominique Le Buan et elle une fois par mois, le mardi, dans une petite brasserie du quartier où on se racontait les expositions qu'on voyait. Elle avait la dent extrêmement dure, c'était quelqu'un de très exigeant avec elle-même, mais avec les autres. Et il faisait bon de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de lui parler. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans cet ouvrage C'est-à-dire, les difficultés, tout était un petit peu difficile. Parce le gaufrage, je crois, un peu compliqué. Le gaufrage. Le gaufrage a été très compliqué, et puis également le fait de demander à un graveur de faire 50 ou 80 plaques de cuivre, c'était pas courant, et il en a eu un peu assez. D'ailleurs, le tirage n'a pas vu complètement le jour. Il m'a un petit peu lâché. C'est-à-dire que la plaque de cuivre, c'est pas ce qu'on a vu là. Si, la plaque de cuivre, parce que quand vous en avez 100 à faire, c'est compliqué. D'accord, mais du coup, alors ça a vu le jour, Ça a vu le jour, mais à un moment, il a un peu craqué, et je n'ai pas eu tous les exemplaires. Donc l'ouvrage est beaucoup plus rare que ce qu'il est écrit dans l'achevé d'imprimer. D'accord. Alors, au total, on a eu combien de plaques de cuivre? Je ne me souviens pas exactement, peut-être 60 ou 70, mais il y a au moins 30 exemplaires qui n'ont pas vu le jour. Ok, je comprends. Et alors, donc ça, c'est le premier écueil, alors la plaque de cuivre... Alors moi, le gaufrage, parce que moi qui aime bien le papier, parce que c'est en papier, c'est ça? Oui, c'est du papier. Et pour faire gonfler le papier comme ça... alors le gaufrage, d'abord, il n'y avait que 2 ou 3 gaufreurs en France qui étaient capables de faire ça. Alors il a fallu faire un moule en bronze. Je ne pourrais pas vous donner le procédé avec lequel ça a été fait, mais je sais que le tirage a été fait en chauffant le moule et en mouillant le papier. D'accord. Voilà. Donc on a un moule en bronze. Et il y avait moule et contre-moule. Moule et contre-moule. À l'intérieur, on humidifie le papier, et on le compresse. Et on compresse à chaud. D'accord. Et le papier résiste, alors, le papier garde sa forme, puisque là, quand même, il a été fait, ce livre a été fait il y a combien de temps là? Ah oui, non, mais il ne bougera pas. Et là, il a quoi? Il a une quarantaine d'années à peu près, hein. oui. Et effectivement, comme on l'a vu, c'est totalement intact. C'est tout à fait... Mais on était vraiment à la rupture du papier, c'était très très délicat. Ah oui, parce que le papier, à force de se distendre... Il y a eu pas mal de gâches. Ah bah oui, forcément. Ouais. Bon, ok, superbe.